Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans On vous explique tout, cette émission qui a pour objectif de démystifier certains points un petit peu complexes du milieu de la semence et des plants. Et ici, aujourd'hui, on va parler de SEMAE et le contrat qui engage SEMAE et l'État. Et pour ce faire, j'accueille Anne-Laure Fonder, excusez-moi, je discutais encore avec elle tout à l'heure. Vous êtes directrice officielle du contrôle et de la qualité chez SEMAE. Déjà, je vais vous poser une première question. Qu'est-ce qui engage réellement SEMAE et le contrôle officiel avec SEMAE et l'État? Bonjour Tom, donc oui, Anne-Laure Fonder, directrice de la qualité du contrôle officiel chez SEMAE. Donc SEMAE est une interprofession qui a la particularité de porter une mission de service public depuis sa création. Et donc la mission de service public consiste à contrôler officiellement. Donc moi je suis un fonctionnaire d'État détaché auprès de SEMAE pour assurer cette mission. Et donc, on a la mission de contrôler la qualité de production des semences et des plants en France. Et pour ce faire, SEMAE signe pour la seconde fois un contrat d'objectifs et de performance avec l'État pour la manière et les moyens d'exécuter sa mission de service public. Avant de venir vers vous, Pierre Pagès, on va voir ce que pensent les personnes qui passaient tout à l'heure dans le salon de l'agriculture. Si le produit fini, la pomme ou la salade qui vient de ce contrôle, ça peut déjà venir au niveau de la semence. On regarde tout de suite le reportage. Quand on achète des fruits et légumes, on s'attend à avoir de la qualité. Mais est-ce que vous pensez que ça peut venir de la graine? Je pense pas. Je pense que ça vient aussi de la façon dont on le fait pousser, de les engrais qu'on met dedans. Si la semence est de qualité, les récoltes seront de qualité aussi. C'est pas la première chose qui nous vient à l'esprit en tout cas. C'est la base de la production de fruits et de légumes, donc j'imagine que ça vient de là, la qualité. Après, il y a d'autres choses qui rentrent en ligne de compte, mais oui. Oui. Oui, certainement, oui, quand même, ouais. Oui, bien sûr. On peut avoir une traçabilité complète et puis demander effectivement que la traçabilité soit de A à Z, de façon à être sûr de ce qu'on mange et d'où ça vient, etc. Non, pas tellement de la graine, c'est plutôt la façon dont on cultive, non? Si elle est bien sélectionnée, c'est important. En partie, je pense, oui. Oui. Après du climat, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Si c'est des graines des anciennes graines, je pense qu'on a plus de qualité. Enfin, je sais pas, moi, peu importe la couleur ou du moment qu'il est bon, le fruit ou le légume, moi, c'est des fois une forme rigolote peut aussi me faire, voilà. On l'a vu, il y a plein de réponses diverses, mais je me retourne vers vous, Pierre. Qu'est-ce qui ce contrat garantit pour vous? Vous êtes président de SEMAE, mais vous êtes aussi agriculteur, multiplicateur de semences. Qu'est-ce que ça... Il rentre en jeu pourquoi chez vous en tant qu'agriculteur, multiplicateur de semences? Le mot qualité a été prononcé par à peu près toutes les personnes que vous avez interviewées. Et c'est en définitive ça auquel on est attaché, mais pas, pas de la qualité pour la qualité et pas du contrôle pour du contrôle. Ça a du sens tout ça. Et Anne-Laure Fonder disait que l'État nous a confié cette mission de certification dès le début de l'interprofession. Et je crois que ça avait un objectif bien précis. On était très dépendant au niveau de la production de semences pour la production agricole et l'objectif était de devenir à minima autonome. On est devenu largement exportateur depuis et il y a deux leviers il y a deux leviers importants qui ont été mis en avant. Donc la capacité à produire, ça c'est un élément. Mais si on est devenu aujourd'hui premier exportateur mondial, c'est parce qu'aussi on a une qualité de nos semences qui est extrêmement reconnue. Et cette qualité-là, elle est liée à tout ce processus de contrôle et de certification qu'on a mis en place dès le départ. C'est pas du contrôle d'application de normes. Moi, j'ai l'habitude de dire qu'on est dans un processus d'amélioration continue et c'est ça, en définitive, qu'on veut montrer et qu'on veut certifier. Anne-Laure, qui dit nouveau contrat, ça veut dire qu'il y en avait un ancien. Quels sont les principaux axes d'amélioration, de différenciation comparé à cet ancien? Et pourquoi il était nécessaire d'en faire un nouveau tout dernièrement?
Alors en fait, nous avions choisi d'en faire un premier en 2020, enfin en 2021, pardon, pour la période 2022-2024. Il faut savoir que précédemment, on exécutait le même type de mission de service public sur un rapport régulier signé à mon niveau. On a fait le choix avec l'État de s'orienter vers le même mode de fonctionnement que les établissements publics, c'est-à-dire d'avoir des axes stratégiques clairement identifiés et de comment on allait conduire la mission. Donc le premier, il consistait essentiellement à remettre en transparence très clairement les 4 axes principaux de la manière dont on conduit la mission de service public. Le premier axe qui reste dans ce nouveau contrat, qui est quand même le plus gros de l'exécution de la mission, qui est de l'exécuter de manière impartiale, indépendante des influences production et de manière donc équitable entre tous les producteurs. Ça reste le gros pilier de l'exécution de la mission. Ensuite, des axes de mise en transparence qui passent par notamment ce qu'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire vous expliquer qu'est-ce que je fais en contrôle officiel notamment, expliquer aussi nos règles de décision. Un troisième axe qui est l'axe de service rendu aux citoyens, aux utilisateurs du service, parce que oui, on est un service public, donc à partir du moment où on est une mission de service public, on a un service rendu aux usagers, et notamment les producteurs de semences, les agriculteurs, donc la manière dont on travaille, et comme dans tous les contrats d'objectifs et de performance, on a un axe d'amélioration de notre support à la mission. Donc le support, globalement, ça passe surtout par la dématérialisation dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. La plupart des inspecteurs travaillent avec des smartphones dans les champs, des choses comme ça. La principale nouveauté, c'est appuyer sur ce que vient de dire Pierre Pagès, c'est de renforcer l'action au niveau de l'international, parce que comme on vient de le voir, la filière est très importante au niveau de l'exportation. Donc on avait besoin de renforcer l'image du service officiel à l'international. Donc on a un axe, un 5e axe nouveau dans ce contrat, qui est aussi très lié aux nécessités de s'adapter, d'être dans l'écoute, la simplification qui est dans le premier axe, mais aussi écouter les autres pays, les accompagner, être à la veille des évolutions des règlements climatiques et, comme on le sait tous, dans le système géopolitique dans lequel on vit aujourd'hui, il est très très important qu'on ait un axe d'orientation à l'international et porter en commun la voie diplomatique de l'État avec le secteur semences. En me baladant dans les backstage, on dirait ça comme ça, je discutais avec des agriculteurs multiplicateurs. Ils me disaient que rien qu'avoir la certification du SOC, c'était presque un laisser-passer à la douane, tellement le contrôle était sécuritaire, était bien fait. C'est ça, Pierre Oui, absolument. Et je crois que ça va même plus loin que ça. Anne-Laure parlait de toute cette partie internationale. Ça permet aussi aux entreprises d'aborder des marchés d'exportation avec, d'une certaine manière, cette garantie que les semences qu'ils amènent sur ces marchés d'export, elles sont à un niveau qualité qui est un niveau qualité de très haut niveau, quoi, en fait. On n'a plus besoin de le prouver d'une certaine manière, rien que d'avoir le tampon SOC, semences de France, enfin je ne sais pas comment il faut le dire, mais semences françaises, pardon, ça se suffit à soi-même, en fait. Gardez le micro, je voulais juste vous poser une question. Pour vous, agriculteurs mais aussi président, ce nouveau contrat d'objectifs et de performance, j'ai cru comprendre qu'en lisant en entier, c'est un petit peu long, ça améliore aussi la recherche et l'innovation pour ça vous donne des outils supplémentaires? Oui, ça donne des outils supplémentaires parce que la façon dont on va aborder la recherche, on a là aussi besoin de la cadrer et de faire en sorte qu'elle rentre dans un cadre réglementaire ou qu'elle permette d'accéder à ce cadre réglementaire qui est lui pour le coup très clair et très normé. Donc on a aussi besoin de l'appui des services d'Anne-Laure Fondeur et de la DQCO pour d'une certaine manière baliser le terrain. Et après, le contrôle variétal, il est aussi lié au travail qui est fait de contrôle. Donc tout ça, c'est très imbriqué, mais avec une notion que Anne-Laure a dit, une notion d'impartialité. On ne peut pas être jugé parti, nous les professionnels. On porte certes tout ce contrôle-là, mais on a besoin aussi de montrer que c'est impartial, en fait. C'est cette fameuse double étiquette, SEMAE et SOC.
le bâton et celui qui le tient pour se faire battre, presque. Comment est-ce qu'on garantit en quelque sorte une totale indépendance ? Alors déjà, il faut se rappeler que ici, on est à l'interprofession des semences et plants. On n'est pas au syndicat des producteurs de semences. Donc ici, il y a toute la filière représentée. Donc déjà, ça c'est important. Je ne contrôle pas les élus de SEMAE. Voilà, déjà ça c'est important de le savoir. Et ensuite, surtout, ce qu'on garantit, c'est que depuis sa création, la règle impose à l'interprofession d'avoir une structure dédiée. C'est-à-dire le service doit être dédié au contrôle. On n'a pas le droit de faire autre chose dans ce service-là. Deuxième niveau de sécurité, on va dire, interne, c'est ma position. Moi, je suis un haut fonctionnaire d'État nommé par le ministre chargé de l'Agriculture pour être à la tête de ce service de contrôle. Ensuite, on a tout un tas de règles dans nos contrats de travail, par exemple. On a une chaîne de délégation de pouvoir très claire qui vient de mon niveau sur l'ensemble des personnels qui interviennent dans le contrôle. Et puis, il y a des interdictions strictes internes d'intervention dans certains niveaux. En réalité, on ne fait que rédiger des règles qui existent dans d'autres services de contrôle et qui paraissent plus naturelles aux gens pour un service de l'État, mais qui les rédigent de la même manière. C'est vous qui engagez les contrôleurs sur le terrain, c'est ça ? Oui, alors moi je valide tous les recrutements qui sont faits au niveau des inspecteurs. Si on prend cet exemple-là, par exemple, il y a deux éléments très importants en politique de ressources humaines internes chez SEMAE. C'est qu'il est strictement interdit à n'importe quel salarié de chez SEMAE d'être rémunéré en fonction des résultats du contrôle. Il est interdit plus particulièrement, donc ça c'est tous les personnels de SEMAE, pas seulement ceux qui sont chargés du contrôle, pour qu'on n'ait pas de risque d'influence même interne. Les inspecteurs également ont absolument interdiction d'être promus sur des axes de résultats de contrôle. Ça c'est strictement interdit dans notre politique de ressources humaines. Et si on parle des recrutements, on a une forme de validation vis-à-vis de l'historique des gens, leur conflit d'intérêt potentiel, et on s'assure qu'ils comprennent qu'ils rentrent dans une mission de service public. Presque la transparence comme nos élus politiques. Ah oui, bah, on est même, j'ai envie de dire, au-delà de ça, puisque nos règles sont totalement transparentes et sont très engageantes pour les personnels, oui. Je crois que Pierre voulait réagir à ce que Anne-Laure disait. Oui, c'est un complément de ce que disait Anne-Laure. Elle a parlé de la politique ressources humaines. On a parlé d'impartialité et c'est la colonne vertébrale de l'organisation qu'on a voulu mettre en place en partenariat avec l'État et qui est dans le contrat d'objectifs de performance. Mais ce contrat-là aussi, il précise les moyens que l'interprofession doit mettre pour assurer cette mission-là. Et ça, c'est quelque chose de très clair. Les moyens sont supportés par les opérateurs de la filière. On ne touche pas de financement public ou d'aide publique pour porter ça. Et d'une certaine manière, on ne veut pas en toucher. Parce que ce que je disais tout à l'heure, pour nous, on est convaincus que cette action cette mission de contrôle et de certification, c'est un outil pour la filière. Ce n'est pas une contrainte. Et donc, c'est pour ça qu'on souhaite la financer. Qu'on souhaite le garder tout en préservant cette indépendance dont Anne-Laure est garante. Un petit mot sur les enjeux environnementaux, un petit mot sur le dérèglement climatique. Est-ce que ce nouveau contrat prend aussi en considération tous les enjeux sur la biodiversité, enfin tous les enjeux, on ira de demain et même déjà actuels? Est-ce que ce contrat... Alors moi j'y tenais particulièrement, je tenais à ce qu'on conserve la trajectoire précédente de ce que j'appelle l'écoute et l'adaptabilité. C'est-à-dire que, comme le disait Pierre Pagès, de son point de vue de professionnel, moi en tant que directeur et on va dire orientation stratégique de cette mission, ce qui m'importe c'est que on soit à l'écoute des évolutions externes et que le contrôle ce soit pas quelque chose de bête et méchant et que on soit dans l'anticipation, et en particulier pour une filière qui est aussi importante que la filière France. Donc oui. Pierre, je vous laisse réagir à ce qu'a dit Anne. Oui, c'est effectivement, de toute façon, on a engagé l'interprofession dans une prise en compte de ces enjeux. On sait qu'on est un élément, on dit toujours tout commence par les semences, donc on est aussi attendu pour accompagner ces transitions à la fois sur le changement climatique mais aussi sur les moyens de production qui se réduisent et sur lesquels on amène des solutions en fait. Et
cette réorientation-là, on doit aussi la retrouver dans la façon dont la certification est conduite, surtout dans la façon dont ça doit être pris en compte dans le mode de certification. Je vais profiter des 30 dernières secondes qui nous restent pour cette émission, mais est-ce que ce partenariat public interprofession, ça pourrait inspirer d'autres filières, d'autres milieux agricoles, d'autres délégations? Comment est-ce que vous voyez les choses pour peut-être être passeur de flambeau ou inspirant? En tout cas, on a, dans le temps, avec le temps, prouvé l'efficacité de notre organisation. On n'est pas devenu premier exportateur mondial par hasard. Donc, et je le disais en introduction, le fait d'avoir intégré dans la profession tout ce volet de contrôle et de certification, c'est garant de la qualité de nos semences. Donc oui, après le transposer, peut-être, je ne peux pas répondre à la place des autres filières, mais ce qui est sûr pour nous, c'est que ça a été un élément majeur du développement de notre activité dans le temps. Anne-Laure, ça vous inspire aussi, vous, quelque chose pour vos collègues d'autres ministères? C'est un modèle performant, c'est tout ce que je peux dire. Je suis Pierre, pas pour les mêmes raisons, mais oui, c'est un modèle performant et qui fonctionne. Voilà, je crois qu'on a fait le tour de ce nouveau contrat. Il serait un petit peu long à résumer en 15 minutes, mais je vous remercie d'avoir participé à cette émission. Nous, on vous retrouve tout à l'heure pour une prochaine émission. D'ici là, je vous souhaite bon après-midi et à tout à l'heure.